bonsoir et bienvenue à cette session 100% interactive, une table ronde proposée par les organismes membres du Pacte du pouvoir de vivre sur la région Occitanie, avec l'organisation opérationnelle de la Mutualité française Occitanie, la CFDT Occitanie, le mouvement associatif, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire ou encore les acteurs du logement et du monde caritatif de la région. Pour une société qui prend soin, qui protège et qui accompagne, voici le thème de notre discussion de ce soir avec les intervenants que je vous présente tout de suite sans plus attendre. On a le plaisir d'accueillir Jocelyne Cabanal qui est secrétaire nationale de la CFDT. Bonsoir Madame Cabanal et bienvenue. Jean-Louis Chauzy, président du Césaire Occitanie. Bonsoir Monsieur Chauzy. Bonsoir. Dominique Joseph, secrétaire général de la Mutualité française. Bienvenue Madame Joseph. Bonsoir. Et enfin, Daniel Goldberg, qui est président de l'URIOPS Île-de-France. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir. Alors, en 1h30 d'échange, de discussion, au cours de laquelle vous aurez la possibilité d'adresser vos questions via le chat qui apparaît normalement sur votre écran. On prendra une demi-heure à la fin de la session, autour de 19h30, pour se consacrer à un échange. Quelques éléments de contexte en préambule, avant toute chose, relative au pacte du pouvoir de vivre. Pour rappel, quelques dates. Une date, le 5 mars 2019, 19 organisations environnementales de solidarité et d'éducation mutuelle et syndicats ont présenté lors d'une conférence de presse le pacte du pouvoir de vivre qui comprenait alors 65 propositions, et ce pour répondre à l'urgence sociale et écologique de notre pays. Pour la première fois, ces organisations sont engagées ensemble pour que ne soient plus dissociées finalement les questions sociales et environnementales. Alors, sur la forme, cette alliance inédite répond à la nécessité de rassembler un large front d'acteurs, on va dire, pour contribuer à faire évoluer le débat public sur ces enjeux majeurs de société, et puis évidemment pour construire un rapport de force face au gouvernement. Alors, parmi les quelques 90 propositions que compte à ce jour le pacte, on ne va pas toutes les lister, mais juste quelques-unes. Sortir des pesticides d'ici 2035 et des engrais de synthèse d'ici 2050. Permettre l'autonomie dès 18 ans en instaurant un revenu minimum garanti, ou bien encore accompagner financièrement la transformation vers une alimentation saine des systèmes de restauration collective. Voilà, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, pourquoi s'engager dans ce pacte? Quels en sont les enjeux selon vous? Comment vous retrouvez-vous dans les propositions formulées? Voici quelques-unes des questions qu'on va aborder et que je vais adresser à nos intervenants à cette table ronde. Mais tout d'abord, j'aimerais céder la parole à M. Jean-Louis Chauzy. Je l'ai dit, président du Césaire Occitanie. Le Césaire n'est pas membre du pacte, ne fait pas partie du collectif régional. Vous allez nous adresser un petit propos introductif, Monsieur Césaire. En tant que représentant régional, vous êtes, on va dire, le seul local de l'État. Quelles sont finalement les problématiques de la région Occitanie en matière de pouvoir de vivre? Alors, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, la mutualité, les organisations associées. Bien sûr, j'en connais beaucoup. Une partie d'entre elles seraient trop à nommer sont membres du Césaire et d'autres avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Je suis moi-même issu de la CFDT où j'ai passé 18 ans de ma vie à un haut niveau de responsabilité et d'engagement. Alors, nous sommes dans la région que j'ai toujours appelée de tous les paradoxes, de tous les défis, la région de tous les superlatifs, les kilomètres carrés, le nombre d'habitants, l'excellence universitaire, de recherche, les grandes filières qui nous identifient, de l'aéronautique au spatial en passant par l'agriculture et l'agroalimentaire, deux grandes métropoles, mais nous sommes aussi devenus au mois d'octobre 2021 la première région de France pour le taux de chômage. Et nous sommes toujours dans les 5 premières régions pour le taux de pauvreté, avec la moitié des 12 bassins d'emploi en difficulté, en très grande difficulté, qui ont un chômage à 2 chiffres, qui sont dans la région Occitanie. Donc la région de tous les superlatifs doit aussi assumer des superlatifs qui nous tirent vers le bas, c'est-à-dire qui risquent, s'il n'y a pas de politique publique suivie, d'où l'intérêt des acteurs du pacte du port de vivre, de décrocher. Et si l'on veut faire société ensemble, faire la région ensemble, pour faire la France ensemble,
il nous faut veiller à ne laisser personne au bout du chemin. Alors, le paradoxe d'aujourd'hui est assez simple à résumer. Jusqu'au mois de février 2020, tout allait bien en Occitanie, la croissance retournait, nous avons recréé beaucoup de richesses, nous avons fait un peu reculer le chômage et un peu la pauvreté, puis est arrivée la pandémie, et 2 ans de pandémie avec le vaccin pour arriver à s'en sortir, a bien sûr affaibli des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, parce que souvent en situation de monoparentalité, beaucoup de jeunes en situation d'exclusion. L'INSEE avait identifié au mois d'avril 2021 1 300 000 jeunes sortis des radars, c'est-à-dire qu'ils sont ni en formation, ni en emploi, ni en qualification, on ne sait pas où ils sont. Il y en a plus de 40 000 en Occitanie. Et il y a aussi des territoires qui ont un chômage à 2 chiffres. Les jeunes sont très concernés, moins de 28 ans, même moins de 39 ans. Et il y a aussi une fraction d'hommes et de femmes de plus de 50 ans qui est en très grande difficulté pour retrouver un emploi. Et la paupérisation touche aussi des personnes salariées, mais en situation de précarité à cause du coût des loyers, à cause du coût de la vie. Et que des grandes organisations, dont la CFDT, dont la Mutualité, beaucoup d'autres mouvements associatifs, se préoccupent de ces questions-là, ça a du sens, d'autant plus que nous devons intégrer, après la crise des Gilets jaunes, après la pandémie, maintenant la nouvelle pandémie qui porte le nom de Poutine, qui met le feu à l'Europe et remet en cause beaucoup de questions liées à l'économie, des libertés et le vivre ensemble au niveau des Européens, nous ne devons pas renoncer à porter les transformations nécessaires liées au changement climatique et à la transition écologique et énergétique. Je dirais, malgré toutes ces crises, malgré les difficultés de situation que nous avons, nous devons porter publiquement la question des transitions qui ne doivent pas elles-mêmes être un facteur d'aggravation d'inégalités supplémentaires. C'est-à-dire que toutes les transitions que l'on doit faire, énergétiques, industrielles, transformation de modèle agricole, doivent veiller à pouvoir fournir à chacun un logement, pour fournir à chacun une formation, le droit de se nourrir, le droit de se soigner. Parce que l'observation de la crise depuis 2 ans montre qu'il y a, pour des fractions importantes d'hommes et de femmes de notre région, un renoncement aux soins. La question des déserts médicaux n'est toujours pas réglée. Vous savez bien sûr qu'il faut 10 ans pour former un médecin, même si la ministre Agnès Buzyn a eu le courage en septembre 2019 de supprimer le numerus clausus. On est toujours en pénurie de médecins, pénurie de personnel soignant. Ce qui met en grande difficulté des hommes et des femmes qui ont des revenus trop faibles pour s'en sortir. Et vous ajoutez à cette crise, on commence à comprendre les conséquences de la crise liée à la guerre en Ukraine, c'est le coût du carburant, le coût de l'énergie. Ces facteurs d'aggravation de pauvreté, de renoncement même pour certaines professions à exercer leur métier. Je pense en particulier aux pêcheurs qui sont sur le littoral et qui vont s'exprimer dans quelques jours. Donc, il y a une fraction très importante de la société qui, malgré les aides très importantes, puisque c'est l'honneur de la France de consacrer une part aussi importante de son budget à la question des solidarités. Mais malgré ces aides et avec les 3 crises, nous avons à revoir tout ce modèle-là, regarder les conséquences concrètes pour que, en intégrant ce qui est une obligation pas que morale, les transitions, dont la transition énergétique, ça ne soit pas un facteur d'aggravation, mais que ce soit une des raisons qui nous motive encore davantage pour ne laisser personne au bord du chemin et revoir des politiques publiques. C'est l'occasion, puisqu'il y aura dans un mois des élections en président de la République, de voir quelles sont les propositions qui seront faites pour faire en sorte que chaque homme et femme puisse avoir accès à une formation, une qualification, puisse se loger, se nourrir et se soigner, ce qui sont quand même les fondamentaux du vivre ensemble et qui doivent fonder aussi
l'humanisme nécessaire dans tous nos travaux et dans toutes les relations humaines. Voilà, j'ai brièvement résumé les défis que j'ai actualisés à ce que nous venons de vivre. La nouvelle crise d'aujourd'hui, dont on ne connaît pas le thème, on en voit déjà les dégâts et l'inhumanité à la télévision qui révèle les sentiments de chacun d'entre nous. Mais avec la question de la transition énergétique et les travaux que vous avez commencé à conduire, j'ai lu en diagonale ce matin de dernière livraison des Amis de la Terre qui a fait un travail considérable avec la Fondation Rousseau pour expliquer comment les transitions doivent se faire sans laisser personne au bord du chemin. J'ai regardé aussi les rapports du Secours populaire, de la Fondation l'Abbé Pierre et des grandes organisations. Je pense que la mise en commun de ces propositions, de ces analyses, doit nous permettre collectivement de porter les transitions de manière équilibrée pour tenir compte de l'aggravation des difficultés que connaissent des fractions les plus importantes de la population en Occitanie. Merci beaucoup, Jean-Louis Chauzy, d'avoir planté le décor pour notre région. On va passer à la discussion avec les trois autres intervenants et puis on vous retrouve tout à l'heure. Évidemment, vous restez avec nous sur les précisions, les propositions concrètes en Occitanie. J'aimerais entendre en premier lieu Madame Jocelyne Cabanal, donc secrétaire nationale de la CFDT, avec une première question que je vais adresser à vous trois finalement. C'est de savoir pourquoi est-ce que finalement vous êtes engagée dans le pacte. Madame Cabanal, la CFDT est énormément intervenue dans les colloques nationaux. On peut dire que la CFDT a en quelque sorte drivé tout cela. Quelle est la genèse vraiment de ce pacte pour vous? Alors, il y a plusieurs genèses, mais tout d'abord, merci vraiment de nous donner la parole et puis de nous permettre de nous exprimer pour un projet que je crois vraiment porteur d'espoir et porteur de solutions en fait face aux défis qui nous entourent. Donc moi, je mettrai plusieurs dates un peu dans le paysage. Vous l'avez dit, le 5 mars, le 5 mars 2019, il y a 3 ans, en fait, cette création du pacte autour de valeurs communes, de 19 organisations qui lancent leurs propositions, 66 propositions, à la suite en fait d'événements et puis d'un constat d'une forme de révolte par rapport à l'ensemble des crises qui n'arrêtent pas de se succéder, des crises économiques, des crises sociales, une crise, on pourrait dire, démocratique. Et puis, devant nous, cette crise qui a déjà commencé à s'installer, mais dont on sait qu'elle va durer, cette crise face aux transformations environnementales et au défi qui est devant nous de réussir la transition. Et donc, on a vu cette crise des gilets jaunes avec finalement, on l'a dit parfois dans une formule un peu raccourcie, l'opposition fin du mois, fin du monde avec l'augmentation de la taxe. Mais on sent que derrière, il y a quelque chose de plus profond et que des réponses ponctuelles, ça ne va pas suffire. Et chacune de nos organisations, on avait dit que ça suffisait pas en fait de mettre en place une taxe sur la mobilité et sur finalement la carbonisation de notre économie, qu'il fallait mettre derrière des mesures sociales, qu'il fallait retransférer aux plus précaires, une partie de la taxe pour aider à la transition, et rien n'y fait, on n'est pas écouté, on fait ce constat de l'exercice d'un pouvoir très vertical, et donc on a envie de s'unir et de porter ensemble des choses avec des réponses un petit peu complexes qui permettent de donner une vision à ce projet de société. Alors, au cœur de ce premier groupe des 19 organisations, il y avait déjà j'allais dire un autre cœur, qui était celui des places de la République. Cette envie de faire démocratie ensemble qui nous avait poussés à nous organiser, en fait, à la suite des attentats qu'avait connus la France, quand on avait eu l'impression que la démocratie pouvait vaciller, que la cohésion sociale pouvait vaciller, et on avait eu envie de porter un message d'espoir, un message de progrès et de faire et de vivre ensemble. Et donc, le pacte, avec au départ ces 19 organisations, a commencé à faire des propositions. Donc, je le disais tout à l'heure, environ 66 propositions, et puis on a eu envie de les creuser ensemble, et d'autres organisations nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous sommes 66
si je suis à jour, mais en permanence, de nouvelles organisations nous rejoignent. Donc je pense 66 organisations, des syndicats, des fondations, des associations, des fédérations, la mutualité, avec, énormément de thématiques variées, la jeunesse, l'éducation, le travail, la lutte contre la pauvreté, la santé, et tous ensemble, on veut porter un projet en travaillant en fait, chaque proposition de façon à ce qu'elle soit confrontée en fait, aux différentes difficultés qui font qu'elles seront finalement éprouvées et viables. Et donc c'est trop facile de dire: il y a qu'à supprimer le diesel». Mais nous, quand on a une organisation syndicale et quand on a des travailleurs dans la filière automobile, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ensemble, en acceptant de se mettre en difficulté pour aller travailler vraiment les sujets, dans ce qu'ils ont de plus critique, on a trouvé au sein du pacte, eh bien, des organisations qui nous challengent, qui nous obligent à penser jusqu'au bout, les solutions. Et On donc va c'est revenir dans les détails, oui, Madame Cabanal, hein, sur vos actions présentes. Je voudrais qu'on passe la parole à Daniel Goldberg, donc président de l'URIOPS Île-de-France, je l'ai dit. Vous siégez au conseil de l'UNIOPS, association qui fédère, hein, des associations qui agissent dans le domaine des solidarités de la santé, comme le handicap, le grand âge, la protection de l'enfance, la lutte contre l'exclusion et le soin. Une fédération donc d'associations qui agissent sur le terrain. Vous avez, Monsieur Goldberg, été membre du groupe de coordination du pacte Pouvoir de Vivre. Vous avez donc participé activement à la rédaction des 90 propositions, notamment celles sur le logement, l'emploi et le revenu. Même question qu'à Madame Cabanal. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce pacte? Alors déjà, permettez-moi, puisqu'on est dans une réunion en Occitanie, de saluer Olivier Hamel et Guillaume Frischti, qui sont le président et le directeur de l'URIOPS Occitanie, qui sont donc les amis avec lesquels, en Île-de-France et au sein de l'UNIOPS, nous travaillons au quotidien. Alors, pourquoi travailler dans le pacte? Bon, je suis bien sûr complètement d'accord avec ce qu'a énoncé à l'instant Jocelyne Cabanal, donc je ne vais pas redire avec des mots sans doute moins bons que ce qu'elle a parfaitement décrit. Mais il y a peut-être un point supplémentaire qui est de faire reconnaître la légitimité de la société civile organisée. D'abord, comme critique, ça peut être négatif ou positif, une critique, mais comme critique des politiques publiques qui sont menées, mais aussi comme promoteur de nouvelles politiques publiques quand elles ne nous semblent pas adaptées. Et c'est aussi une des caractéristiques du pacte. Nous n'avons pas fait que des communiqués quand telle ou telle décision du pouvoir en place ou de pouvoirs locaux nous semblait pas bonne. Nous avons voulu être force de proposition. Et quand on est force de proposition, d'abord à 19, puis aujourd'hui à 65, 66, je crois même, et sans vote, on ne vote pas à l'intérieur du pacte, hein, on fonctionne par une culture du compromis. Et je pense que c'est aussi important, en s'écoutant les uns les autres. Nous travaillons dans des domaines qui peuvent apparaître similaires, par exemple avec la mutualité française et Dominique Joseph qui est là et qui parlera après moi. Mais quand dans le pacte, nous sommes avec des associations de promotion et de défense de l'environnement ou avec des syndicats de salariés ou avec d'autres structures, par exemple, qui s'occupent, par exemple, spécifiquement des migrants ou des acteurs du logement social, nous ne sommes pas exactement dans le champ d'activité de ce que nous sommes, nous, le réseau URIOPS-UNIOPS, comme vous l'avez rappelé, Madame Voinis, les associations de solidarité et de la santé. Et donc, nous voulons ensemble faire reconnaître cette légitimité de la société civile organisée pour à la fois critiquer, encore une fois, mais aussi promouvoir des politiques publiques. Et le travail que nous avons fait avec ces 90 propositions, cet après-midi, le candidat, puisqu'il était en tant que candidat, Emmanuel Macron, a présenté son programme. Nous avons présenté le nôtre. Nous avons toujours dit que dans cette élection présidentielle, eh bien, notre candidat, c'était le projet, et nous allons continuer à le faire. Merci. J'aimerais qu'on passe effectivement la parole à Dominique Joseph, secrétaire général de la Mutualité française. Madame Joseph, pourquoi cet engagement de la Mutualité française dans ce pacte?
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci de l'organisation. Moi, je fais un petit clin d'œil à tous les organisateurs et voilà, j'ai vu un certain nombre dans la liste des présents. Alors, je ne vais pas reprendre les propos de Jocelyne et ceux de Daniel, mais je vais essayer d'apporter peut-être une touche complémentaire. Mais c'est vrai que j'aime à rappeler, comme l'a dit Jocelyne, que oui, le pacte est né le 5 mars 2019. On est presque au-delà de son anniversaire, 3 ans. Mais il y a eu ce moment fort de vivre ensemble après les attentats en 2013. Et je crois que ça a été un moment qui a commencé à souder ou à faire se rencontrer nos différentes organisations sur un constat petit peu de crise, cette crise démocratique ou cette crise de société qui nous était apparue là, de façon très, très violente et ces premières interrogations. Ensuite, bon, peut-être pour nous, ça a été aussi parce qu'on se le disait bien avant, on essayait de travailler avec des partenaires, mais on avait le défaut, alors je vais oser le dire, on avait peut-être le défaut que quand nous faisions des propositions, elles étaient comprises de toutes et de tous et que c'était simple. Et je pense qu'un peu d'humilité nous a peut-être traversé, peut-être pour les autres organisations aussi, c'est de dire, mais en fait, même si à nous, ça nous semble évident de faire des propositions, là, moi, je vais être dans le champ peut-être de la santé, mais pas que, parce que je vais y revenir. Bien, c'est aussi de les faire partager, ces propositions, aux autres. C'est ce que disait Jocelyne, de se challenger nous-mêmes, de sortir de nos couloirs, puisque toutes nos organisations, on avait la conviction que ce que nous proposions dans nos différentes, déjà quand on critiquait des propositions faites ou des solutions qui étaient apportées par les pouvoirs publics, ou quand nous portions nous-mêmes des propositions, eh bien, on était persuadés qu'on allait faire changer le monde. Et je crois que là, et notre société française. Et en 2019, c'est vrai que cette prise de conscience, de faire ensemble, de partager, de construire, de compléter nos propositions, c'est-à-dire c'est presque comme un mécano. On avait chacun nos pièces, mais il nous fallait les mettre ensemble pour faire système, pour avoir des propositions. Aujourd'hui, elles sont très nombreuses, elles ont évolué pour apporter des une réponse systémique aux enjeux de la transition, des transitions telles qu'elles nous sont révélées aujourd'hui, et ce, en essayant de trouver les voies et moyens de ne pas opposer, mais de réconcilier. Parce que c'est vrai que l'expression choisir entre la fin du mois ou la fin du monde, c'est quand même une expression très, très forte. Comment on peut demander à des Français, à nos concitoyens, de faire ce choix-là? Donc, comment faire comprendre l'intérêt des propositions en sortant peut-être des visions individuelles pour les gens, pour nos concitoyens et concitoyennes, des visions d'institutions, ça je nous parle à nous organisations, et puis à faire ce que je disais, puis lutter contre ces inégalités, parce qu'on faisait tous des constats d'inégalité. En ce qui concerne la mutualité, je vais finir là-dessus, pardon Madame Wanis, les inégalités en termes d'accès à la santé. Mais on est aussi en mouvement social. On n'est pas qu'une complémentaire comme les autres. Voilà, donc on avait cette volonté-là de faire un mouvement. Et 2019 ou avant, le constat des inégalités, c'est qu'elles ont été exacerbées. La crise, j'y reviens pas, ça les a exacerbées. Et surtout, les inégalités sont croisées. Et donc, on ne peut pas apporter des solutions petit bout par petit bout. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur une seconde question qui sont les enjeux. Quels sont selon vous les grands enjeux de ce pacte? Jocelyne Cabanal, vous m'avez dit on ne pourra pas continuer à se développer et à aller vers le progrès social sans une transition qui soit juste et qui réponde aux enjeux climatiques et au développement de chaque personne. Qu'est-ce que ça suppose finalement? Alors, si vous permettez juste, Laure, avant, pour compléter quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, c'est dans l'état où on est aujourd'hui au niveau du pacte, c'est que au départ, c'était effectivement les réseaux, les têtes de réseau au niveau national. Et si aujourd'hui on se retrouve en Occitanie, même si c'est par visio, hélas, c'est que nos réseaux, en fait, on a aussi constaté que nos réseaux, ils étaient sur les territoires. Et la plus-value que nous avons, toutes nos organisations, ce sont nos adhérents, en fait, qui font que on doit être capable d'avoir aussi une pensée
qui s'adapte à la réalité des territoires telle que tout à l'heure, M. Chauzy nous l'a présenté. Et donc, que nos propositions, elles soient construites sur la base des réalités et que les solutions soient aussi, les solutions et les actions soient aussi posées à hauteur de femmes et d'hommes dans les territoires. Et je trouve que c'est cette transformation du pacte qu'on est en train de vivre. Alors, Sur les enjeux. Pour les enjeux, effectivement, on sait que la transition écologique, elle est devant nous, elle est indispensable et bien souvent, on a l'impression qu'il va falloir lui mettre un petit supplément d'âme en ce qui concerne la justice pour arriver, pour simplement parce que ce serait mieux. Et ce qu'on pose vraiment à l'intérieur du pacte, c'est que tout simplement, c'est impossible d'envisager une transition écologique si on ne prend pas l'ensemble des dimensions, à savoir la démocratie, la question sociale, la question environnementale et la question économique. Et donc, on veut penser toutes ces dimensions, ces 4 dimensions, fondamentalement ensemble dès qu'on aborde un sujet. Ce qui veut dire que toute évolution doit prendre en compte la question des inégalités et pas seulement j'allais dire, en curatif pour savoir comment, une fois qu'elles auront augmenté, on va les diminuer, mais bien pour, en anticipation, arriver à penser des modèles qui, justement, ne créeront pas d'inégalités. Et c'est pour ça que dans les transitions qu'on envisage, on envisage en même temps un modèle social qui accompagne, et donc l'accompagnement, l'accès au droit, ça fait partie des choses qui sont extrêmement fortes dans les propositions que nous poussons, de façon à ce que, comme le disait tout à l'heure notre collègue, personne ne reste au bord de la route. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, on va dans les propositions, à chaque fois regarder en quoi l'impact, par exemple, sur les plus fragiles aujourd'hui va être positif. Et on a créé, par exemple, à l'intérieur des nouvelles propositions, l'idée d'un budget social et vert, hein, pas uniquement le budget de l'État qui serait un budget que financier. Cette dimension-là, on arrive à la rendre transversale de façon à ce qu'on arrive vraiment à mesurer l'impact de nos propositions. Daniel Goldberg, est-ce que finalement, l'un des enjeux principaux, ce n'est pas véritablement de peser sur la société? Vous m'avez dit à 65, on est évidemment plus audible que tout seul. Évidemment, c'est un des objets. D'abord, quand on, en tant que citoyens, toutes et tous que nous sommes, et ce qui me fait dire, pardon, j'ai oublié d'excuser l'absence tout à l'heure de Patrick Doutreling qui devait être présent à vos côtés et qui a eu un empêchement personnel et qui m'a demandé de le suppléer. Oui, quand on a chacun, les uns et les autres, poussé la porte d'une association, d'un syndicat, d'une fondation, d'une structure mutualiste, c'est aussi parce qu'on a pensé que pour ce qui nous motivait dans chacun de ces champs, eh bien, les défendre ensemble, les promouvoir ensemble, on serait plus fort. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que nos 66 organisations gardent bien sûr leur spécificité. L'UNIOPS n'est pas ni la mutualité, ni la CFDT, et réciproquement. Et nous avons notre vie interne et nous allons continuer à l'avoir. Mais par contre, arriver à trouver sur des champs quand même très larges aujourd'hui, évidemment sur les urgences sociales, sur les urgences écologiques, sur les nécessités d'une approche citoyenne plus importante, sur ce que je disais tout à l'heure, la reconnaissance de la société civile organisée à côté des procédures démocratiques que sont les votes. On est dans période électorale, donc les Françaises et les Français sont appelés à voter au mois d'avril, puis après au mois de juin. Mais il y a le processus électoral, il y a la démocratie dite participative, type convention citoyenne, ou ce qui peut exister dans les villes, les comités de quartier, par exemple, de relations directes des élus avec des citoyens. Mais en France, on n'a pas cette habitude, finalement, de prendre en compte ce que j'appelle la société civile organisée. Et quand 66 organisations se mettent ensemble pour défendre 90 propositions communes, évidemment, ça nous donne plus de force. Et moi, je considère que sur les sujets propres de l'UNIOPS que nous avons fait partager à nos amis, nos associations amies ou syndicats amis du pacte aujourd'hui, eh bien, les porter ensemble, ça les renforce pour nous-mêmes. Et par ailleurs, ça nous donne aussi un regard différent, le regard d'acteurs un peu extérieurs à notre secteur, sensibles à nos sujets, des solidarités évidemment, sur ce que nous faisons nous-mêmes. Donc on se renforce
vers l'extérieur et on se renforce en interne aussi. Dominique Joseph, parmi les grands enjeux, vous m'avez dit, et je vous cite, « Nous voulons montrer que la solidarité et l'entraide sont des valeurs d'avenir ». Oui, oui, oui. Oui, c'est un des enjeux, mais nous voulons le montrer, mais avec des actes. Je pense qu'on a aussi cette interpellation qui s'adresse à nos organisations. Alors, bien sûr, l'interpellation, elle s'adresse au pouvoir public. Nous sommes des acteurs et actrices de cette interpellation. Donc, et on est fiers, moi, je trouve, enfin, on est fiers de l'être, c'est-à-dire faire comprendre qu'il y a besoin d'actes et de prouver, quand on dit solidarité, de prouver que la solidarité, elle ne crée pas, elle est possible. Donc, ça, je vous l'ai effectivement dit, et c'est dans ce cadre-là, moi je voudrais un petit peu dans les enjeux, c'est pour le prouver, pour avoir vraiment des actions concrètes et en complément de tout ce qui a été dit, c'est d'être capable pour le pacte du pouvoir de vivre, c'est effectivement, comme l'a dit Daniel, c'est démontrer que les organisations de la société civile ne sont pas des empêcheurs d'avancer ou des empêcheurs ou empêcheuses d'avancer, parce qu'on est souvent vu comme ça. Et puis, c'est prendre un peu aussi les pouvoirs publics à leur propre jeu, ou du moins les candidates et candidats, si on fait référence aux élections là, aujourd'hui présidentielles, demain législatives, quand on les interroge, quand on les voit, ils nous aiment tous. Ah oui, vous êtes important, oui, vous êtes essentiel. On va parler, voilà, vous êtes essentiel, mais quand après, passer une fois les élections, la réalité est là, l'enjambement est quand même, quel que soit d'ailleurs, si on analyse les 15 ou 20 dernières années, l'enjambement des acteurs, des organisations de la société civile est assez facile et est une réalité. Et un de nos enjeux, c'est bien sûr de porter tout ça, de prouver qu'on est capable ensemble de faire des propositions, comme je le disais, systémiques, qui réconcilient nos concitoyens et concitoyennes, mais c'est aussi, et ça va être un de nos enjeux aujourd'hui, c'est d'aller dans les territoires, puisque monsieur Jean-Louis Chaussy le disait, hein, les territoires, c'est pas, même dans une région, il y a des sous-territoires, il y a des réalités complètement différentes. Et c'est donc ensemble d'aller porter, peut-être pas à 66, mais au moins à certains, d'aller porter une capacité d'expérimentation, de solutions, de savoir choisir chez les uns et les autres des propositions, déjà des solutions, les agrémenter et les développer dans un territoire. Je pense que l'enjeu pour le pacte, c'est de faire la preuve par les actions, et ça va être la phase après. Jocelyne Cabanal, comment est-ce que vous vous retrouvez dans les différentes propositions? Je rappelle que vous les avez co-construites. Alors, on les a co-construites, ça a été même un travail, ça a été un travail passionnant, exigeant aussi, parce qu'on arrive, comme l'ont très bien décrit Dominique et Daniel, on arrive avec des choses qui nous paraissent évidentes dans nos organisations, sur le dialogue social, et par exemple pour moi qui suis une organisation syndicale, et puis quand on le confronte à d'autres, on est obligé de faire le petit pas de côté pour arriver à faire en sorte que les propositions qu'on porte, et comme le disait à l'instant Dominique, en allant des fois jusqu'à l'expérimentation, jusqu'au faire sur le territoire et le domaine, ces propositions-là, elles soient opérationnelles, elles soient compréhensibles par tout le monde et qu'elles apportent réellement des solutions. Donc, eh bien, écoutez, comme le disait Daniel, les propositions, on les a toutes validées. C'est-à-dire qu'on les a toutes passées en revue, on a travaillé dans différents groupes pour arriver à les peaufiner, et puis on est allé au consensus pour que chacun soit en capacité de porter l'ensemble des propositions. Et outre ces propositions, on est allé jusqu'à décliner concrètement sur les territoires avec des géométries variables. Comme le disait Dominique, tous les acteurs du pacte ne sont pas forcément sur un territoire ou dans un secteur donné. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais par exemple, on a travaillé avec la Fondation pour la nature et pour l'homme et la branche métallurgie de la CFDT, donc des parties du pacte, pour regarder ce qu'on pouvait faire sur la fin de l'automobile diesel.
et on sort avec des propositions. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes. Après, sur les propositions, comme je le disais, moi, je me retrouve dans toutes, mais tout particulièrement par rapport au dossier que je porte, sur celles qui vont permettre à lutter contre les inégalités et à changer notre modèle de protection sociale. Par exemple, toutes les propositions, je prends la quatrième sur la garantie de l'accès aux droits, l'effectivité de nos droits et la lutte contre le non-recours. Donc, c'est une proposition un peu phare du pacte, sur lesquels aujourd'hui, l'ensemble de nos organisations, et donc tous ensemble avec nos adhérents, ça fait vraiment plusieurs millions de personnes, on veut vraiment poser un acte clair vis-à-vis de nos gouvernants, vis-à-vis même de la conception des politiques publiques. Plus aucune politique publique ne doit concevoir des droits sans que ces droits soient réellement accessibles et sans que on organise en même temps le non-recours. Et dans ce cadre-là, on va créer par exemple un droit supplémentaire qui est le droit à la connexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui devient numérique. Ce droit à la connexion, c'est à la fois les moyens opérationnels pour faire en sorte que personne ne reste à côté du virage numérique, et c'est en même temps la garantie qu'on pourra avoir un recours humain parce que tout n'est pas soluble dans le numérique. Et ça, c'est des travaux qu'on a menés. Et donc, derrière chaque proposition, en fait, il y a l'opérationnalité et la façon dont on pourrait les mettre en œuvre. Daniel Goldberg, il y a des propositions que vous avez co-construites, hein, vous aussi, issues de ce que vous portez en tant qu'UNIOPS. Quelles sont celles dans lesquelles vous vous retrouvez davantage? Bon, il y a évidemment celles qui sont dans notre cœur d'activité personnelle, personnelle en tout cas au niveau de l'UNIOPS, c'est les propositions 19 à 24 dans un chapitre qui parle du pouvoir de se soigner et d'être accompagné. Mais regardez, si évidemment on prend la question de l'accès à des revenus décents et des questions qui se posent par exemple pour l'ouverture des droits aux moins de 25 ans, des droits aux revenus au RSA pour les moins de 25 ans, qui n'est pas du tout quelque chose de partagé aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour la plupart des candidats, en tout cas une bonne partie des candidats à l'élection présidentielle, c'est quelque chose qui est refusé aujourd'hui et réaffirmé encore il y a peu. Pourquoi nous partageons ce combat alors que ce n'est pas directement dans notre champ d'activité de nos associations, encore qu'il y a des associations de lutte contre l'exclusion adhérentes du réseau URIOPS-UNIOPS, bien sûr, mais c'est parce que nous savons que si des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas l'appui de leurs parents pour simplement vivre, pas pour avoir de l'argent de poche, pour vivre dignement, pour faire des études, ne sont pas en capacité, avec le chômage que connaissent les jeunes, notamment au début de leur carrière professionnelle, ne sont pas en capacité d'avoir ce type de revenus, alors de toute façon, elles vont devoir être prises en charge par nos associations de solidarité, par un certain nombre de filets sociaux que nous, en tant qu'association ou fondation ou structure mutualiste, nous mettons en place. Ça, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, c'est que de toute façon, par exemple, sur ces questions de revenus, sur, comment dire, le fait qu'il y ait une stabilité dans le monde du travail, le fait qu'on puisse réfléchir à une forme de garantie territorialisée de l'emploi, ce qui figure aussi dans les propositions du pacte qui ne sont pas dans notre cœur d'activité à nous, UNIOPS, c'est bien sûr essentiel parce que puisque nous agissons sur des personnes qualifiées de fragiles ou de vulnérables, eh bien la vulnérabilité, ce n'est pas que, et c'est déjà beaucoup, que des questions de santé ou voire même que des questions de logement. C'est l'ensemble de la vie et notamment, bien sûr, les ressources, le fait de pouvoir travailler. Et c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, il y a des propositions qui sont plus dans nos champs d'activité respectifs, mais ce que nous disons à tous les interlocuteurs que nous voyons, c'est que le pacte, c'est un tout. On ne peut pas prendre une partie des propositions du pacte et puis pas d'autres. Certains pourraient nous dire, par exemple, on est d'accord avec vous sur le côté social, mais quand vous parlez de soutien aux migrants, on n'est pas d'accord. Eh bien, nous, si nous faisons pacte,
J'espère que, comme nous parlons, nous sommes en Occitanie, donc je vais employer quelques images rugbystiques aussi. J'espère que ça nous portera chance samedi soir pour le Grand Chelem, mais qui se déroulera quand même chez moi en Seine-Saint-Denis, par contre, le match. Mais voilà, mais faire pacte, c'est ça. Faire pacte, c'est d'avancer ensemble et d'avancer ensemble sur nos propositions, mais sur toutes les propositions de la foison, du foisonnement d'associations et de syndicats et de structures qui font cela. Le pacte, c'est un tout, Dominique Joseph, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, mais comment est-ce que la mutualité se retrouve dans les différentes propositions? Il y a évidemment des mesures dont pour lesquelles vous êtes plus proche que d'autres. Oui, oui, bien sûr, je vais pas mentir à toute assistance si je disais que les mesures qui sont portées, les mesures 19 à 24, c'est pas les mesures que nous avons portées, que nous avons et sur lesquelles nous continuons d'ailleurs à travailler pour avoir ces fameuses boîtes à outils pour la déclinaison par territoire et puis en travaillant avec les autres organisations. Voilà, oui, bien sûr, celles-ci, elles nous tiennent et elles me tiennent particulièrement à cœur. Mais il y en a une que je lis et Jocelyne l'a citée parce qu'on pourrait trouver toutes les meilleures solutions, mais s'il n'y a pas celle de la proposition 4, celle de l'effectivité de l'accès aux droits, eh bien, entre guillemets, ça serait nos propositions, elles iraient même les mieux formulées possibles, elles n'atteindraient pas l'objectif, c'est que tout un chacun puisse effectivement accéder aux droits. Donc, je pourrais décliner derrière cette effectivité de l'accès aux droits, on peut prendre par tous les bouts les propositions qui sont faites. Je reprendrai par exemple celle de permettre à nos enfants de se nourrir sainement dans les lieux de restauration collective ou chez eux. Pourquoi? Parce que bien se nourrir, ça a un effet sur la santé et qu'on voit bien qu'une mauvaise nourriture dans ce domaine-là génère des gros problèmes et qu'on peut lier prévention, qui est un de nos métiers, prévention santé et nourriture, par exemple, bonne nourriture. Il y a aussi la question des jeunes. Nous sommes particulièrement, mouvement social, la mutualité mouvement social, elle prône l'émancipation et l'autonomie. Donc ça, la question du revenu pour les jeunes, c'est sûr, Daniel, elle ne fait absolument pas consensus aujourd'hui au-delà de nos organisations, mais c'est une proposition dans laquelle je me retrouve complètement, où la mutualité se retrouve, mais c'est dur de choisir. Il y a celle aussi sur la mobilité, par exemple, toutes les propositions sur la mobilité sont hyper importantes, surtout pour l'accès aux soins. Alors bien sûr, on fait des propositions pour amener le soin, le aller vers, mais il y a aussi la possibilité de se déplacer. Sur les contrats, il y a une des propositions qui propose de mettre fin aux contrats éphémères, aux contrats au CDD et à la précarité de l'emploi. Daniel, comme moi, on pourrait le dire, dans la gestion de nos services de soins d'accompagnement à domicile, dans les SIAD, dans les EHPAD, on est confronté à ces difficultés et en plus, ce sont des emplois très, très fortement féminisés. Et donc là, on a des vrais sujets en termes de garantie d'emploi, de valorisation des emplois et de reconnaissance des emplois. Alors, si vous voulez, je peux continuer assez loin dans toutes les propositions, mais tout se rase, quoi. Voilà. On a encore beaucoup de questions. Merci. On va revenir à vous dans un instant. Je voudrais repasser la parole à Jocelyne Cabanal pour comprendre, pour avoir votre point de vue sur l'objectif qui existe derrière ce pacte. On le sait, vous l'avez rappelé, les candidats aux élections présidentielles ont été interpellés. Est-ce qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a une deadline derrière? L'objectif, c'est quoi finalement? Alors, maintenant que nous avons commencé à travailler ensemble, nous allons continuer jusqu'à ce qu'on arrive à faire progresser la société dans son ensemble. Alors, bien sûr, la campagne, c'est une étape importante, à la fois la campagne présidentielle, mais comme le rappelait Dominique aussi, derrière les législatives, pour peser vraiment sur les programmes. Et donc, on a fait campagne au niveau du pacte en disant, et vous avez peut-être vu nos vidéos et les propositions qu'on fait, en mettant en scène les citoyens qui interpellent finalement l'ensemble des candidats en présentant non pas un candidat, mais notre projet.
Et donc, nous faisons campagne pour un projet, pour nos idées. Et ma foi, si elles sont reprises par les uns et les autres, tant mieux. Mais de toute façon, ensemble, dans le cadre de ce pacte, nous allons essayer de pousser en fait ces différentes solutions. Au-delà de ce qui relève du politique, la société civile, c'est aussi un acteur qui agit. Et au travers du pacte, de plus en plus, nous essayons d'agir ensemble pour arriver à faire bouger les choses, comme je le disais tout à l'heure, à hauteur d'homme, en fonction j'allais dire, de problématiques communes avec lesquelles on est peut-être parfois sur des géométries, des cercles un petit peu différents, mais toujours au sein du pacte. Par exemple, c'est sûr que tout à l'heure, on évoquait le sujet de la perte d'autonomie. Il y a bien sûr une question d'emploi et quelles que soient les ambitions qu'on peut avoir pour les personnes en perte d'autonomie ou leurs proches, il faut aussi penser la question sociale en même temps et regarder quel dialogue social, quelles conditions de travail, parce que ce que nous portons à l'intérieur du pacte, c'est vraiment la conviction que la qualité du service pour les personnes en perte d'autonomie est liée à la qualité des conditions de travail, fondamentalement. Et donc, c'est à cette aune-là qu'on va travailler ce sujet-là et faire des propositions concrètes. On a un groupe de travail, on va se voir, je crois, dans la semaine prochaine pour avancer sur ces dimensions-là. Donc, on veut aller jusqu'à l'action. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'automobile. C'est un exemple aussi. En fait, si on prend ce sujet-là précis, aujourd'hui, l'automobile a besoin d'être décarbonée et qu'on doit arriver à une décarbonation totale d'ici 2050. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que on a déjà vécu tellement de crises de l'automobile avec ce que ça veut dire de drame humain, des fermetures de sites, des disparitions d'emplois, la montée de la précarité, que bien souvent, il y a une forme d'hésitation sur les choses à faire. Et donc, on a pris un petit peu le taureau par les cornes avec la Fondation Nature Environnement, avec la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, la CFDT Métallurgie, et puis aussi avec l'aide du cabinet Syndex. On a travaillé spécifiquement ce sujet-là et on voit que en étant proactif, on est capable d'envisager une transition de nos sites vers la filière électrique et donc en augmentant en plus les emplois. Alors que spontanément, quand on y réfléchit, on a l'impression que l'électrique va diminuer fortement les emplois. Mais si on s'y met dès maintenant, en pensant à la formation, on peut arriver à transformer une filière qui est nuisible pour l'environnement et dont on sait que si on ne fait rien, on va aller dans le mur. Et donc, le pacte, c'est aussi cette terre d'expérimentation, ce terrain de réflexion qui va nous permettre d'avancer ensemble. Daniel Goldberg, pas vraiment de deadline, on a compris, mais est-ce que finalement l'objectif, ce n'est pas de mettre en place l'idée d'une sorte de contre-pouvoir de la société civile? Alors, effectivement, pas de deadline. C'était une décision importante du pacte. Le pacte s'est créé donc en 2019, après l'épisode des Gilets jaunes et des revendications qui ont fortement émergé, notamment à ce moment-là, de porter, comme on le disait, en même temps les enjeux environnementaux, sociaux et de participation citoyenne, c'est-à-dire porter vraiment les trois dimensions en même temps. Et le pacte a pris une décision, puisque le pacte fonctionne en assemblée générale, je crois il y a 1 an et demi à peu près, de dire que quoi qu'il se passe en 2022 au moment électoral, nous continuerons après 2022, parce que quel que soit le président ou la présidente élue, il y aura besoin de ce que nous représentons. Donc évidemment, il va falloir continuer après ce mois de juin, de continuer chacun d'entre nous et de continuer ensemble. Et sur l'exemple qui était donné par Jocelyne à l'instant, ou sur Dominique sur la question de l'ouverture des droits pour les moins de 25 ans au RSA, par exemple là-dessus, eh bien, on voit bien que le débat ne va pas forcément toujours dans notre sens. Alors, il y a eu d'autres programmes qui ont été présentés par d'autres candidats, mais il se trouve que celui du candidat Emmanuel Macron l'a été tout à l'heure. Donc, je l'ai suivi et donc je l'ai encore dans les oreilles. Et non seulement il est opposé à l'ouverture aux moins de 25 ans, mais il propose que eh bien, tous les bénéficiaires du RSA devront travailler entre 15 et 18 heures, si je me souviens bien de ce qu'il a dit, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'allocation. Donc,
a priori, je pense, sans trop m'avancer, que ce n'est pas ce que souhaite l'ensemble des organisations du pacte. Et donc, on voit bien que si jamais Emmanuel Macron était réélu, eh bien, il y aurait matière à nous mobiliser, à argumenter, à dire pourquoi nous ne serions pas d'accord avec cette mesure. Et sur ce qu'a dit à l'instant Jocelyne, ce qui est très important pour nous, dans notre secteur, effectivement, sur les conditions d'emploi, de reconnaissance, de revalorisation des métiers de l'humain, moi ce que j'appelle les métiers de l'humain, évidemment, nous sommes dans une telle pénurie par rapport à ces métiers et devant de tels besoins avec le vieillissement de la population qui vient amener de fait un besoin supplémentaire en femmes et en hommes, il faut le dire quand même beaucoup en femmes, pour prendre un certain nombre de tâches, que c'est quelque chose d'essentiel. Et y compris, j'allais dire, dans ma région, qui est sociologiquement une des plus jeunes régions de France, mais où la question justement du vieillissement a été prise peut-être beaucoup plus tardivement que dans d'autres parties du territoire national. Donc cette question, par exemple, de la formation initiale et continue des jeunes femmes et des jeunes hommes qui pourraient embrasser ces métiers de l'humain, leur reconnaissance, leurs conditions d'emploi, et aussi également le fait de valoriser le secteur associatif non lucratif par rapport au secteur lucratif, je pense, du grand âge avec le scandale qu'on a vu récemment sur Orpea. Tout ça, ça fait partie de sujets sur lesquels, en tant que PAC, nous pouvons avoir des propositions, y compris, par exemple, j'allais le dire, on parle de l'État et on a raison, mais tout à l'heure étaient cités les groupes locaux ou régionaux du pacte. Il y a des questions d'aménagement du territoire. Quand un élu local veut favoriser, par exemple, l'implantation, pour parler de ce sujet-là du grand âge, d'une structure médicalisée de soutien à une personne âgée en perte d'autonomie, eh bien, il y a le choix aujourd'hui, soit le secteur lucratif, soit le secteur non lucratif, de favoriser, d'aider, de soutenir. Certains territoires ont fait des choix, d'autres ont fait plutôt le plus offrant, je vais dire. Bon, eh bien, c'est aussi quelque chose que nous pouvons revendiquer à tous les niveaux de décision. Dominique Joseph, dans cette question des objectifs derrière le pacte, vous m'avez dit qu'il est essentiel de faire entendre la voix des acteurs de la société civile auprès de l'ensemble des décideurs publics. Oui, c'est ce que disent Jocelyne et Daniel. Et au-delà et je pense que je vais me permettre d'ouvrir ce que je vous ai dit dans notre entretien. Il y a les décideurs publics et il y a aussi, je pense que, bon, il n'y a pas de deadline et c'est très bien qu'on ne se soit pas mis de deadline parce qu'on a aussi un enjeu de démocratie participative. Je crois que là, derrière le pacte, il a, même si ce n'est pas dans les propositions, mais je pense qu'on le sent tous, on tire un petit peu ce fil les uns et les autres, c'est aussi comment faire adhérer et comment faire approprier les propositions du pacte à l'ensemble des citoyens. Et c'est ce qu'on fait ce soir d'ailleurs, hein, mais à poursuivre après les échéances électorales. Et je pense que là, on a un vrai enjeu aussi pour faire société. Alors, on a des lieux pour cela. C'est vrai qu'on se retrouve au Conseil économique, social et environnemental ou dans les Césaires, mais il faut aussi faire pacte dans toutes les institutions ou les lieux où on se retrouve. Et c'est aussi un des enjeux que l'on peut se mettre derrière ce qu'on a réussi à concrétiser dans ces propositions. Et puis, c'est de savoir aussi, par moment, un petit peu, c'est la confrontation et la confrontation des situations. Daniel le disait, moi aussi, dans les métiers de l'accompagnement, les métiers humains, on pourrait aussi parler de la petite enfance, de tout ce qui est aussi éducation populaire, parce qu'il y a des propositions dans ce sens-là. On est parfois confronté à notre propre paradoxe. Moi, je vais parler pour la mutualité. Nous gérons des services de soins et d'accompagnement mutualistes dans lesquels les emplois sont féminisés, très féminisés, où on a aussi un problème de recrutement, le disait Daniel, et on demande la revalorisation, une nouvelle classification, une revalorisation de ces métiers. Mais quand je franchis la ligne et que je suis employeur du non lucratif, ça m'oblige. Et je pense qu'il y a aussi ça rejoint les enjeux par exemple de la CFDT en qualité de négociateur dans les accords. Et donc c'est vrai qu'on est
on n'est pas au bout du chemin pour réconcilier, j'allais dire, nos différentes, je dirais pas, nos différents piliers pour que vraiment, parce qu'il y a bien sûr vers les pouvoirs publics, mais il y a aussi vers nous-mêmes à certains moments. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça nous engage, ça nous engage véritablement et réellement toutes ces propositions-là. D'où les besoins aussi d'y aller par expérimentation. Hein. Parce que le grand soir, moi, je n'y crois pas. Voilà, je pense que aucun de nous peut-être n'y croit. Il va nous falloir du temps pour développer et c'est surtout qu'on continue, quels que soient les obstacles ou les bâtons dans les roues qui vont nous être mis sans conteste par les uns ou les autres dans les mois qui viennent. Jocelyne Cabanal, Daniel Goldberg l'a rappelé, hein, la démarche, elle date de 2019. Quels en sont les échos 3 ans après? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer un premier bilan? Vous m'avez dit, en fait, je le vois, ce pacte, un peu comme une confédération aujourd'hui, c'est-à-dire? J'ai vraiment l'impression qu'on a uni des forces et que là où parfois on était peu crédible ou alors avec une sphère d'écoute assez faible, aujourd'hui on a vraiment gagné beaucoup en capacité de peser sur le débat public. Alors bien sûr, on touche d'abord très fortement plutôt les militants, hein, mais quand même, en fait, toute l'économie sociale, et on sent bien qu'il y a une grande part de l'économie sociale autour de ce pacte, ça nous permet réellement de peser. Et la CFDT, c'est une confédération. Et donc, dans une confédération, on a à la fois la place des territoires, la place de chaque fédération, aussi bien les soignants que les métallos ou les routiers. Et que quand on arrive et c'est la force de la CFDT, quand on arrive à poser une revendication sur la table, elle a été construite, elle a été testée, elle a été éprouvée par chacune de nos branches. Et ben, j'ai l'impression avec le pacte qu'on a passé l'échelle du dessus, en fait. On a vraiment articulé une part importante de la société civile. Alors, pas tout le monde, hein, ne soyons pas prétentieux, mais une part importante de la société civile et en plus des militants, des gens qui ont une expertise particulière sur toutes les problématiques en fait qui sont en crise aujourd'hui. Et ça nous renforce, ça donne de la pertinence à tout ce qu'on construit. Et donc, la façon de travailler, comme le disait Daniel, par consensus, sur le fait on tire enfin, ça nous empêche la paresse intellectuelle, ça nous empêche la posture et le yaka faucon. Et c'est pour ça que parfois, on va aller d'abord sur l'expérimentation avant d'aller sur la mesure telle qu'on peut l'inscrire dans nos propositions par la suite. Mais c'est vraiment très exigeant et je pense que c'est aussi ça la garantie de la pérennité. Euh, alors, ça nous oblige, en tant qu'organisation, Dominique le disait, ça nous met en face de nos contradictions. Et donc, ça nous oblige à revoir certains de nos logiciels internes pour être en cohérence avec le pacte, qui nous suppose aussi une démocratie interne. Ça suppose d'avoir de la pédagogie, d'aller sur le terrain, d'écouter et d'arriver à injecter dans nos discussions dans le pacte ce que vivent vraiment les gens dans les entreprises, pour que justement on arrive à avoir des mesures qui soient équilibrées. Et donc, toutes les mesures, par exemple, je pense à une mesure sur la raison d'être. On est vraiment très favorable à la raison d'être, au fait de dire qu'il faut qu'on arrive à travailler sur un petit peu l'âme des entreprises, sur ce qu'elles veulent faire. On veut le rendre opposable, c'est-à-dire que ce soit aussi une régulation dans ce qu'on prononce. Eh bien, avec les travaux qu'on a menés avec le pacte, on le pose en étant négocié à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire qu'on va écouter ceux qui font l'action, ceux qui font la richesse de l'entreprise, pour justement arriver à définir le sens, son utilité sociale. Et ça, je trouve que c'est vraiment un apport. On est arrivé avec la dernière version du pacte et le niveau des propositions, je pense, à une maturité qu'il faudra continuer à développer, bien sûr, mais qui nous permet de vraiment envisager de peser bien plus qu'avant dans les propositions. Et puis,
Daniel le disait, on va être confronté probablement dans les échéances qui viennent à des nouvelles politiques qui seront mises en place par les candidats élus. On aura la capacité, sur la base de ces propositions, à discuter, à remettre les choses sur le tapis et à faire évoluer, je l'espère, certaines politiques publiques. Daniel Goldberg, vous m'avez dit le bilan, c'est avant tout l'existence du pacte. Oui, pardon, je remets mon micro. Oui, bien sûr, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Enfin, tout ce qui vient d'être dit par Dominique, par Jocelyne à l'instant, ce n'était pas gagné d'avance. Hein. On est vraiment dans une première du point de vue de l'histoire sociale et politique au sens noble du terme en France, et même avec, à mon avis, je ne connais pas d'autres exemples à l'étranger, hein, où des structures qui agissent dans des domaines, dans les mêmes domaines. Par exemple, les organisations syndicales de salariés, ou par exemple peut-être nous et la mutualité, qu'on arrive à travailler, y compris au long terme ensemble, ça existe. Parfois avec des soubresauts, mais ça existe. Que des structures qui agissent dans des secteurs complètement différents se disent à un moment donné devant à la fois la gravité des enjeux, la gravité de la situation, la fragilité de notre démocratie aussi. Hein. La France n'est pas qu'une démocratie, ce qui est déjà beaucoup, on le voit bien avec ce qui se passe, notamment la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas seulement une démocratie, on est en plus une république. C'est-à-dire qu'on a choisi, il y a environ 250 ans, de placer les citoyens et les citoyennes au cœur du processus de décision. C'est ça la République. Bon. Eh bien, on voit bien la faiblesse aujourd'hui qu'il y a dans les processus de prise de décision. Et quand nous disons que nous avons, comment dire, une faculté à, comment dire, à peser sur ces décisions parce que nous sommes ensemble, eh bien, je pense que nous apportons au pays et que vraiment, j'y crois. C'est pas seulement comment dire, notre existence, je ne vais pas glorifier notre existence parce que nous avons aussi nous-mêmes des zones de fragilité dans le pacte, hein, y compris le fait que pour le grand public, nous ne sommes pas visibles aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment. Mais néanmoins, c'est une première. Et cette première, devant la fragilité de nos institutions aujourd'hui, la fragilité de la parole publique, je pense qu'on a aussi une grande responsabilité dans les semaines et dans les mois et dans les années qui viennent de continuer ce chemin ensemble, de nous renforcer encore et de peser autant que l'on pourra sur un certain nombre de choix qui sont décisifs pour l'avenir de notre pays. Dominique Joseph, même s'il est peut-être prématuré effectivement aujourd'hui de tirer un premier bilan après la mise en place de cette démarche en 2019, vous m'avez dit qu'aujourd'hui le pacte est un acteur connu, reconnu, respecté hein, dans la discussion publique et c'est là déjà une première victoire. Oui, c'est une première victoire, mais parce on a su s'organiser. Et puis, on a su aussi, et je pense que je vais le dire comme ça et le redire, hein, parce qu'on l'a tous dit, mais parce qu'on a su aussi s'appuyer sur les groupes locaux et qu'on n'a pas voulu rester dans nos chapelles, je vais le dire comme ça, dans nos chapelles parisiennes. Et ce, avec beaucoup de pragmatisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas imposé un modèle de groupe local. On a fait confiance. J'allais dire, on s'est appliqué au niveau du comité de coordination de l'Assemblée générale du pacte. On s'est appliqué à nous-mêmes ce qu'on demande au pouvoir public, c'est-à-dire du respect pour les organisations et les militants locaux, les actrices et acteurs de terrain. Et donc, nos groupes locaux, ils se sont faits autour d'hommes et de femmes qui, bien sûr, des militants de nos organisations, bien souvent à périmètre variable ou différent, mais ce n'est pas grave, qui se sont retrouvés pour faire vivre et faire connaître et porter, comme ce soir, les propositions du pacte le plus largement possible. Donc ça, je pense que c'est du coup, parce qu'il ne faut pas qu'on reste enfermé. Voilà, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les législatives et demain sur d'autres échéances, parce que rien n'est gagné et comme le disait Daniel, hein, on va avoir des combats à mener dans les années qui viennent. Donc oui, parce que c'était pas évident au départ
Et si je voulais vous faire une confidence, et certains des participants vont sourire peut-être, mais ils me connaissent, moi, à la mutualité, quand on parlait du pacte du pouvoir de vivre, nous, avec Thierry Baudet à l'origine, Éric Chenu aujourd'hui, moi-même et d'autres, on y croit dur comme fer, parce que on ne peut pas dire d'un côté qu'on cherche les partenariats, qu'on fait du partenariat, et puis après ne pas travailler et trouver les solutions de compromis, même si on sort de notre zone de confort ou de notre zone d'activité. Et les militants, ils étaient plutôt dubitatifs. Et bien aujourd'hui, moi, je suis fière et ça c'est une première victoire, que des militants mutualistes qui n'y croyaient pas complètement au départ, au bout de 3 ans, et aujourd'hui, ils sont avec d'autres militants en train d'organiser ce type de rendez-vous. Et il y en a beaucoup, il y en a pas. Et aujourd'hui, on en compte un certain nombre. Il y en avait la semaine dernière à Rouen-Velin. Enfin voilà, il y a plein de rencontres de ce type-là. Et ça génère aussi ce réflexe de démocratie participative. Il y a un vrai enjeu de rénovation de la démocratie dans notre pays. Et pour le pacte, nous devons relever cet enjeu aussi. Alors, le temps passe vite, j'ai beaucoup de questions pour vous encore, et puis il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent sur le chat. Merci à vous tous qui vous êtes connectés, n'hésitez pas à alimenter avec vos questions. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un point crucial, parce qu'on le sait tous, on est aujourd'hui face à des bouleversements climatiques et changements climatiques majeurs. Sur la question de l'écologie, à tous les trois, qu'en attendez-vous? Jocelyne Cabanal, en premier lieu peut-être? Alors, je pense que vraiment, on doit arriver à articuler une transition écologique qui est indispensable avec la démocratie, parce que de plus en plus, c'est vraiment une crainte qu'on a pu avoir dans notre organisation, l'impression que la transition écologique se passerait uniquement de façon autoritaire et serait décidée d'en haut et serait punitive et qu'il y aurait des pots cassés. Et ça, je pense que sur la question de l'écologie, il faut vraiment qu'on arrive à penser des dispositifs qui permettent réellement d'envisager le progrès social et la transition écologique. Et en plus, quand on arrive à le prendre comme ça, on voit que c'est en plus facteur de croissance. Je pense à toute la rénovation thermique qui est proposée dans les mesures 15 à partir de 15. Sur le logement, c'est aussi c'est à la fois gagner en qualité de vie et permettre à tout le monde en fait de se loger décemment. Donc il y a vraiment un enjeu très fort pour arriver à ce que on arrive à décarboner notre économie et que en plus on arrive à l'articuler avec du vivre mieux. La particularité qu'on a à la CFDT, c'est vraiment aussi notre regard à l'intérieur des entreprises. Nous, on pense que c'est important d'arriver à augmenter la capacité des salariés à peser sur leur entreprise. Et donc, toutes les mesures de transition qui sont liées à l'entreprise, on a essayé d'y mettre du dialogue social et ainsi, par exemple, la négociation du plan de décarbonation des entreprises, pour le faire simplement, elle va se discuter avec les salariés. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si on tient vraiment compte, là encore, d'une forme de démocratie participative à l'intérieur des entreprises, alors il y a des propositions qu'on n'imagine pas d'en haut, parce que ce sont ceux qui sont le plus au cœur du travail qui vont pouvoir imaginer sa transformation. Et donc, c'est vraiment, ça fait partie des mesures auxquelles on croit vraiment, parce que cette transition, elle est possible. Et donc, simplement, il faut arriver à l'anticiper et l'anticiper avec tout le monde. Donc, on s'est investi très tôt sur ce sujet-là. Les organisations qui avaient des spécificités et qui l'avaient au cœur de leur projet social, je pense à toutes les organisations du pacte, de l'écologie, la Fondation pour la nature et l'homme, par exemple, nous ont bousculés à ce niveau-là et nous ont obligés à nous poser la question de la transformation de tous nos métiers. Et donc, on avance et je pense que petit à petit, j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on avait fait sur l'automobile, on va y arriver et donc il n'y a pas de solution magique, mais on est en train de le construire avec les acteurs du pacte.
Daniel Goldberg, sur le chapitre écologie, vous souhaitiez vous arrêter sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est une question qui vous tient à cœur. Oui, alors d'abord, ça me tient à cœur, puis je pense que c'est essentiel aujourd'hui et que c'est le très bon exemple de sujets qui sont à la fois environnementaux, sociaux et aussi qui permettent de prendre à chacun les bonnes décisions dans le territoire qui les concerne. C'est un sujet environnemental, évidemment, parce que si on doit dépenser beaucoup d'énergie pour se loger, eh bien, c'est de l'énergie qu'il faut produire et on voit bien, en plus, avec les tensions internationales, que cette question énergétique elle révèle d'autres enjeux que les seuls enjeux environnementaux, mais donc pour se loger et pour pouvoir habiter et se chauffer et avoir de l'eau chaude toute l'année, eh bien, il faut avoir de l'énergie en nombre suffisant. Et donc, ça, c'est une question, mais c'est aussi une question sociale, évidemment, parce que qui sont celles et ceux de nos concitoyens qui habitent ce qu'on appelle les passoires énergétiques? Eh bien, ce sont celles et ceux qui ont le moins de moyens et qui sont le plus loin des processus de décision pour faire en sorte que leurs murs, comment dire, laissent moins passer justement la chaleur et que leur toit soit isolé, etc., etc. Donc, c'est aussi une question sociale parce que celles et ceux qui sont plus aisés sont aussi plus à même d'engager les premiers travaux et de percevoir les aides après. Et puis, c'est aussi une question citoyenne, démocratique. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a quel type d'aide on met en place à certains moments. Et on a vu, par exemple, sur cette question des aides à la rénovation énergétique, que par le passé, il y a eu des milliards d'euros qui étaient dépensés chaque année, mais qui ne profitaient finalement qu'aux personnes les plus aisées. Alors, tant mieux pour elles, parce qu'elles ont pu rénover leurs biens, mais il faut que l'argent public, qui est rare, parce qu'il n'y a pas de tonneau dans lequel on peut puiser comme ça sans se poser la question, eh bien, il faut qu'il bénéficie à celles et ceux qui en ont le plus besoin, pour lequel ça peut être, comment dire, un marqueur, un facteur de décision. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une proposition très importante du pacte, c'est que l'on demande que toutes les politiques publiques soient regardées au regard, excusez-moi de la répétition, de leur impact sur les 10% des personnes les moins aisées du pays. Parce que bien souvent, il y a des théories bien généreuses, parfois théoriques, justement, et on voit dans la pratique, c'est l'exemple que je viens de vous donner sur la rénovation des bâtiments ou des logements personnels, eh bien on voit que dans la pratique, finalement, les sommes d'argent ne servent pas à corriger finalement des inégalités, ne servent pas à engager des processus, mais finalement bénéficient à ceux qui sont le mieux insérés, qui peuvent avoir le plus d'informations, etc. Et donc, il y a vraiment cette logique d'aller vers aussi qui est très important dans ce que nous proposons dans les politiques publiques. Vous allez me dire que je fais un peu de fixation sur le candidat Emmanuel Macron, mais il a repris une de nos propositions tout à l'heure, qui est, alors lui, il appelle ça la solidarité, attendez, comment il l'a dit, j'ai oublié le terme, enfin c'est sur le non-recours dont il était question tout à l'heure. Bon, il veut lutter contre le non-recours et il a cité nos chiffres, c'est-à-dire qu'il y a 30% aujourd'hui des personnes qui pourraient bénéficier du RSA qui ne le demandent pas. Bon, et donc la solidarité à la base, voilà, comme il y a le prélèvement à la base pour l'impôt. Je crois que le terme qu'il a employé. Bon, mais il va falloir regarder très concrètement comment ça va être mis en place. Et qui va être les mieux à même pour discuter des conditions de mise en place? Ce n'est pas forcément les administrations qui aujourd'hui sont en incapacité de lutter contre le non-recours, même si elles le veulent par ailleurs. Ça va être nous, les acteurs de terrain, les associations, les syndicats, parce que nous sommes au contact de beaucoup des personnes qui ne font pas cette démarche-là, d'aller demander une aide auquel elles ont droit, de voir quels sont les mécanismes très concrets à mettre en œuvre. Et donc, on voit que sur toutes ces questions, eh bien, c'est finalement une expertise de terrain sur les questions écologiques, mais aussi sur les questions de droit, de citoyenneté, sur lesquelles nous pouvons être acteurs aussi. Dominique Joseph, évidemment qu'à la mutualité française, ces enjeux liés à la transition écologique vous préoccupent, vous concernent évidemment, surtout d'ailleurs dans le secteur de la santé et de la protection sociale.
Oui, ça nous préoccupe, ne serait-ce que, bien sûr, hein, et on veut en être des actrices en ce qui concerne les mutuelles. Alors pourquoi? Premièrement, c'est avec une notion, c'est celle de sortir du binaire. C'est bien ou c'est mal. Je pense que la question de transition, elle est vraiment au cœur de cet accompagnement et cette nécessité d'anticipation et d'incitation qui permettra justement de gérer et d'accompagner cette transition qui est, enfin, sur lesquelles il n'y a pas de doute, elle doit se faire. En ce qui nous concerne, nous, sur les activités de santé, on s'interroge sur la mise en place parce qu'on est, quand je parlais de la gestion de nos services de soins et d'accompagnement mutualiste, par exemple, et alors avec toutes les contraintes que l'on connaît dans le secteur du non lucratif, Daniel, il pourrait confirmer, eh bien, on a une responsabilité. C'est vrai que nos politiques RSE pour les gestionnaires d'établissements de soins, ce sont des contraintes enfin, il y a des, je vais le dire comme ça, il y a des coûts, mais on investit, entre guillemets, dans tout ce qui est utilisation durable, dans les déchets, de ne pas faire n'importe quoi autour des déchets, voilà, donc, et d'être dans cette dimension-là, notamment dans tous nos établissements, mais nos établissements de la petite enfance, ça va de la crèche jusqu'à l'établissement pour personnes âgées. Bien sûr, dans nos mutuelles aussi, alors là, dans les sièges des mutuelles, on y prend notre part. Et c'est vrai qu'on a aussi, et dans les propositions, il y a beaucoup de propositions sur la fiscalité, sur les fonds pour accompagner les investissements qui sont aujourd'hui très, très carbonés, pour les accompagner vers le décarboné. Et en ce qui nous concerne, nous, on croit beaucoup, on est pour l'investissement vert. Alors, vert, alors c'est pas le aller vert, c'est le vert le VRT. Et dans ce cadre-là, ce qu'on porte, et c'est peut-être, je pense que toutes les organisations du pacte peuvent se servir de nous, entre guillemets, dans ce cadre-là, c'est parce qu'on est des acteurs économiques. Nous avons des obligations de placement pour nos mutuelles santé. On est soumis à de la réglementation. Alors, ce n'est pas très fun ce que je veux dire, de la réglementation qui s'appelle Solvabilité 2. Et ce qu'on porte, et personnellement, moi je le porte y compris au CESE, c'est que la réglementation européenne, elle favorise l'investissement vert en demandant moins d'exigences de marge de solvabilité et qu'elle soit plus exigeante pour les placements sur le carbone. Parce qu'on nous dit qu'il faut décarboner. Mais les investissements carbone, ils sont considérés au même niveau que les investissements verts dans les obligations de sécurité vis-à-vis de nos adhérents. Ben, ça ne peut pas le faire. Donc, c'est vrai qu'on a aussi une action vers l'Europe qu'il nous faudra poursuivre au niveau du pacte, par exemple, sur une de ces propositions. Mais comme on l'a dit, le chemin ne s'arrête pas là. Et on peut jouer du coup de nos forces et de nos complémentarité de métiers dans le pacte. Et je pense que c'est très, très important pour faire comprendre que c'est aussi une question de système et qu'il ne faut pas pénaliser les uns si on veut avancer vers cette transition. Cette transition, c'est ce que disait aussi Jocelyne. On peut dire, on ne veut plus de gasoil, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a plus, qu'est-ce qu'on fait de nos emplois? Qu'est-ce qu'on fait j'allais dire, de nos usines et de nos territoires, aussi de l'attractivité de nos territoires? On va passer dans quelques minutes à la session questions-réponses parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées via le chat et merci beaucoup de votre participation active. Une toute dernière question et je vais faire rentrer à nouveau Jean-Louis Chauzy dans la boucle. Si vous pouvez répondre rapidement à cette question, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples concrets de propositions qui ont abouti ou qui font le lien avec les propositions du pacte? Jean-Louis Chauzy, exemple de mesures mises en place en Occitanie. Alors, dans la prise de conscience plus collective, au-delà des organisations qui ont fondé le pacte, que j'étais heureux de suivre depuis une heure, nous avons fait un travail intéressant pendant un an sur ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire sur les publics qui sont un peu laissés pour compte du numérique. Et que je vis de manière concrète parce que régulièrement, je suis sollicité pour intervenir
auprès des services du préfet pour faire en sorte qu'une personne qui a besoin d'être reçue dans les différents services de la préfecture, maintenant, ils ont l'obligation de le faire par Internet. Quand vous n'avez pas d'Internet et que vous ne savez pas vous en servir, vous faites comment? Et cette question de l'accès au droit, à travers le numérique ou autre, nous avait été signalée par Louis Gallois. Donc, on a fait un rapport sur le sujet qui m'appartient de faire vivre avec mes collègues auprès de la région des collectivités que l'on va envoyer à tous les maires de la région Occitanie. Mais je donne un autre exemple qui est beaucoup plus difficile, celui-là. Ça me permet de rejoindre l'intervention de la secrétaire nationale de la CNDT. Moi, j'ai lu avec attention le rapport coproduit par FNE, la Fondation Nicolas Hulot, la FGMM que je connais bien, sur les transitions dans le domaine de l'automobile. Il y a deux difficultés. Une, c'est qu'elles sont demandées sur un temps court. Et moi, j'ai à vivre ça parce que j'habite un territoire où il y a la mécanique vallée et j'ai sur les bras, depuis 3 à 4 ans, je suis de manière hebdomadaire, avec les responsables syndicaux et des RH, la conversion de l'usine Bosch à Rodez, qui occupait 2000 salariés, qui en a 1200 aujourd'hui et qui en aura que 500 dans 3 ans. Comme les pouvoirs publics, les constructeurs très pressés, la pression de la concurrence des Chinois, notamment en Europe, font des conversions par des plans sociaux. Alors, les groupes qui ont de l'argent, comme Bosch, c'est une fondation en 3 plans volontaires de départ, retraite accompagnée par eux à 58 ans. Il n'y a pas de cas social. À 30 km, une fonderie alimentée 100% par Renault qui ne trouve pas de repreneur, c'est 350 personnes dehors depuis le 1er novembre 2021. Et donc, les mutations de l'industrie automobile avec les batteries électriques, quoi qu'on en dise, ça ne peut pas se régler en 5 ans parce que les territoires ruraux dont je suis issu et où habitent 80% des personnes concernées et 80% des gilets jaunes ont besoin, n'ont pas les moyens d'un véhicule à batterie. Personne ne sait comment on va reconvertir les batteries au lithium. Donc, c'est un temps qui est très long, c'est extrêmement périlleux. Je partage l'ambition de l'anticipation des mutations. Dans toutes mes responsabilités à la CNDT, j'ai été un partisan des anticipations et des visions globales de la société. Mais c'est très, très compliqué à faire. Et parfois, c'est encore plus compliqué quand on a l'addition des mauvaises manières de ceux qui vont porter des usines pour insulter les salariés. Alors, Bosch, on réussit la conversion du site sur la filière hydrogène, mais on va y perdre les 75% des emplois. C'était ma remarque sur le sujet. Et sur la question de l'accès au droit, je pense qu'on peut vous aider à mieux faire. C'est une vraie préoccupation. Louis Gallois, que nous avions auditionné sur le parrainage de l'opération, dont la CNDT fait la promotion d'ailleurs, et c'était très bien, territoire zéro chômeur longue durée, nous avait dit à la fin de son intervention, voilà, je sais que ça peut vous choquer, mais il y a un sujet qui n'intéresse pas grand monde aujourd'hui, c'est le retour de la très grande pauvreté. Ça n'intéresse personne. Il faut vous en préoccuper. Et la question de l'accès au droit, je pense que ça pourrait être un bon sujet que l'on pourrait prendre en charge ensemble dans la région Occitanie à partir des intercommunalités et des zones d'emploi telles que l'INSEE l'a défini et sur lesquelles on travaille avec les partenaires économiques et sociaux et associatifs. C'est un bon sujet pour faire des prolongations ensemble après. Merci Jean-Louis Chauzy. Très rapidement à vous trois pour qu'on puisse prendre ce temps d'interagir avec les gens qui sont connectés. Jocelyne Cabanal en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples, un peut-être ou deux, exemples concrets de propositions qui ont abouti, qui font le lien avec les propositions du pacte? Alors, peut-être une proposition qui a abouti que partiellement, malheureusement. Ouais. Quand on parle du non-recours au droit, on a vraiment poussé ces mesures-là. On a eu le plaisir de voir dans le projet de financement, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, que maintenant, un certain nombre de droits seraient automatisés.
et qu'il y aurait l'automaticité du droit pour le RSA dès lors qu'on aurait certains revenus ou qu'on demanderait, qu'on aurait de la même façon, dès qu'on aurait le RSA, on aura accès à la mutuelle solidaire, enfin l'ex-CMUC. Donc, une proposition qu'on avait mise dans le pacte qui est en train d'aboutir. Une autre et qui fait le lien avec l'illectronisme, c'est la proposition 35, garantir un accès à une personne physique dans les services publics. Donc, ça fait partie des travaux qu'on avait menés autour des espaces France Service, autour de l'accès dans les territoires des services publics. Et j'ai eu le plaisir d'entendre les ministres, Madame Gourault et Madame de Montchalin, dire que dans la norme des maisons France Service, maintenant, il y aura effectivement ce droit à un contact humain et justement pour ne plus uniquement avoir à remplir des formulaires. Donc oui, des mesures qu'on porte ensemble et on ne l'a peut-être pas signalé, mais le pacte va s'autoriser maintenant à interpeller notre représentation nationale pour porter ensemble des mesures lorsque elles seront finalisées et si elles ne sont pas prises en compte. Daniel Goldberg, vous avez demandé, il me semble, une prise en compte d'un pouvoir d'achat pour les plus modestes parmi les différentes propositions. Celle-ci est importante pour vous. Oui, bien sûr. Alors là, bon, il y a eu quelques revalorisations, mais par exemple, pour l'allocation d'adulte handicapé dans les dernières années, mais on est loin du compte concernant le nombre de personnes vivant en France sous le seuil de pauvreté. Comment peut-on accepter dans un des pays néanmoins les plus riches du monde d'avoir autant de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté? Je vous rappelle que par ailleurs, le revenu médian en France est de 1 760 €, je crois, net par mois pour une personne seule, et le seuil de pauvreté est à 60% de ce revenu médian. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que les aides sociales permettent à toute personne d'arriver à ce seuil de pauvreté. Et alors, ce sont des sommes très importantes au total pour le budget de la nation. Donc, on ne peut pas faire ça en un claquement de doigts, mais en cumulant à la fois une augmentation des minima sociaux et en prenant en compte les aides au logement, il faut que l'on puisse arriver à environ 850 € par mois pour une personne seule, parce que c'est une question non seulement de dignité, mais c'est même, j'allais dire, d'un simple point de vue économique. Permettre à une personne de vivre dignement, c'est sans doute pour l'ensemble de la nation des dépenses en moins à venir par rapport par exemple, sa santé ou par rapport à un accompagnement plus important qui serait amené à être fait. Mais peut-être une mesure que nous portons, alors sur des champs différents, je crois qu'il en était aussi question tout à l'heure, Jocelyne défendant les salariés du secteur et puis Dominique et moi étant plutôt du côté des employeurs, pour le coup, avec nos associations et nos établissements mutualistes, c'est la reconnaissance des personnes, des métiers de l'humain. Et il y a eu une réunion importante qui s'est tenue le 18 février, alors c'est à la toute fin du mandat du Premier ministre de Castex, et je crois qu'il tenait à ce que ça se fasse là, ne sachant pas sans doute quel sera son avenir à lui dans cette fonction, mais où quand même un certain nombre de choses ont été crantées, où des discours que nous pouvions tenir étaient maintenant tenus par le Premier ministre, par le ministre de la Santé sur la reconnaissance dans ce secteur. Et je pense qu'on peut être satisfait d'avoir avec des mobilisations dans tout le pays, dans tous les territoires, notamment pour ce qui concerne notre réseau, une journée de mobilisation le 6 octobre, je sais qu'elle a été aussi forte en Occitanie de manière très large, et vraiment en poussant chacun à notre place ses revendications, je pense que nous avons fait avancer le débat public. Dominique, et nous devrons, nous devrons, je crois, pardon Jocelyne de dire un mot, mais surtout, ce qui sera intéressant, c'est de la manière dont nous pourrons nous accorder dans les mois et les années qui viennent, dans les débats qui sont devant nous suite à cette réunion du 18 février. Pardon, Jocelyne. Oui, alors juste rapidement, pour qu'on passe aux questions-réponses et qu'on donne la parole à Dominique Joseph sur cette dernière question aussi.
Tout à fait. Je me permets de reprendre la parole parce que c'est vraiment un combat qu'on a mené de longue date avec le Ségur de la santé et puis toutes ces suites jusqu'à cette conférence. Et moi, j'ai en mémoire des manifestations qui ont été extrêmement fortes et qui ont été, je pense, encore plus probantes vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est quand on est arrivé à mettre autour de la table, comme on le fait ce soir, à la fois les organisations de salariés et des travailleurs pour cette revalorisation des branches, les dirigeants. On avait les directeurs avec nous d'établissements, d'EHPAD, et on avait les usagers, on avait toute la famille en fait des bénéficiaires aux professionnels et aux entreprises. Et c'est ça qui nous permet, je pense que c'est une démonstration de la force qu'on a à être ensemble. Dominique Joseph, sur cette question des exemples concrets, il y a deux propositions qui viennent en écho avec la plateforme de la Mutualité française. Et puis, moi je pense aussi à ce projet que vous avez porté des inégalités hommes-femmes en période de crise suite au Covid. Oui. Oui, bien sûr, il y a dans les propositions qui font écho, oui, on a, nous, dans les propositions du pacte, là, et c'est vraiment en lien avec notre plateforme de la mutualité, c'est le pouvoir de se soigner et d'être accompagné. Voilà, on fait un certain nombre de propositions, je ne vais pas les développer, mais ça vient vraiment en écho de celles qui sont celles du pacte. On a un vrai enjeu de prévention, et c'est vrai que c'est repris, alors dans tout, par le pacte, c'est mentionné dans nos propositions, mais il y a aussi, c'est repris, donc j'espère que ça va mûrir. Alors, mûrir au bon sens du terme, c'est-à-dire que ça va sortir de l'intention, parce que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut faire mieux de prévention, plus de prévention, mais que malheureusement, le constat n'est pas forcément aussi probant en termes de santé publique ou d'approche de santé publique, parce qu'il ne faut pas confondre prévention et santé publique. Alors là aussi, je pense qu'il y a plein de sujets de démocratie en santé, de transition numérique. Dans les propositions qui ont avancé, celles qui ont porté et qu'on reporte aujourd'hui, là c'est la 22, c'est celle de la politique publique du grand âge et de la perte d'autonomie. Alors voilà, on peut dire que ça a avancé, il y a ce 5e risque est reconnu. Bon, après, il n'y a pas le financement derrière, donc voilà, je le dis là de suite, mais au moins il y a cette prise de conscience, on a un embryon qui va nous servir, je dirais, qui va nous servir de caisse de résonance pour porter un certain nombre de propositions. Puis oui, en ce qui concerne les inégalités femmes-hommes, moi je salue aussi les mobilisations qui ont lié, par exemple le 8 mars, celle des professionnels, les invisibles de tous ces métiers du soin, par exemple au Panthéon, je l'ai bien suivi, et le fait que ce soit des emplois majoritairement féminisés. Parce que dans le chat, j'ai vu la question de la grande pauvreté, où je ne sais plus qui en parlait. C'est vrai que les femmes, majoritairement, les familles monoparentales, eh bien, sont plus nombreuses dans les situations de grande précarité et de pauvreté, qui ont des difficultés à trouver un logement décent. Et voilà. Donc ça, je pense que dans toutes les propositions qui sont celles portées par le pacte, elles sont en résonance avec cette lutte contre les inégalités, bien sûr, dans la société, mais aussi avec un axe fort pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. Allez, j'aimerais qu'on prenne une vingtaine de minutes pour interagir, répondre aux questions qui sont nombreuses, et merci encore adressées sur le chat. Daniel Goldberg, je crois que vous avez un agenda un peu rock'n'roll, vous devez nous quitter, mais est-ce que vous avez le temps de répondre à une question sur un point qui vous concerne particulièrement? Comment comprendre que la rénovation écologique des bâtiments, qui pourrait faire quasi consensus, ne soit pas davantage mise en avant et aidée? Alors déjà, je m'excuse, mais effectivement, je vais devoir partir puisque je n'ai su que hier que je participais à ce rendez-vous. Merci d'avoir accepté au pied levé. Un engagement dans quelques minutes, un autre engagement. Alors, sur la rénovation énergétique, mais elle fait consensus aujourd'hui parce qu'il y a les enjeux environnementaux, parce que c'est aussi des enjeux sociaux, comme je l'en disais. Mais la question, elle est comment on fait cet aller vers dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire que toutes celles et tous ceux qui, par méconnaissance ou par faiblesse de moyens personnels pour engager les travaux, eh bien, finalement, sont incités à le faire par sans doute des tierces personnes, c'est-à-dire pas forcément celles et ceux qui vont faire les travaux,
pour faire un bilan complet de leur domicile, par exemple, et puis juger quels sont les travaux nécessaires pour prendre l'ensemble. Enfin, vous voyez, si dans une passoire thermique, pour vous dire très rapidement les choses, on change les fenêtres, mais on ne s'occupe pas du toit, on n'aura pas forcément fait œuvre utile. Bon. Et donc, il faut qu'on soit, comme on a su le faire, par exemple, au moment de la vaccination Covid, dans une forme d'aller vers, parce qu'on a vu que des gens, il ne suffisait pas de répéter un message pour que les gens aillent se faire vacciner ou prennent les bons gestes barrières. Ce n'était pas forcément un refus de la vaccination, c'était juste qu'il faut engager cette démarche d'aller vers les populations les plus précarisées, qui ont le moins d'informations, etc. Bah, sur cette question de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est vraiment ça qu'il faut faire, avec sans doute quelque chose qui pourrait s'apparenter à un service public de la rénovation et avec des formes de tiers financement, c'est-à-dire qu'on finance cette rénovation énergétique finalement sur les économies en termes de chauffage qui seront prises. À cette condition-là, non seulement ça sera bien plus fortement porté, mais surtout ça sera bien plus efficace pour nous tous, parce qu'encore une fois, l'énergie, il faut la produire, et ça ne concerne pas que les gens qui sont dans des passoires énergétiques. Voilà, je suis désolé, je vous laisse en toute confiance avec Jocelyne et Dominique. Merci beaucoup pour votre participation. Merci infiniment. Allez, j'enchaîne avec une autre question qui nous est adressée. Vous n'avez pas ou peu abordé les droits des personnes en situation de handicap. Que propose le pacte en la matière? Comment agir sur les inégalités pour ces personnes en situation de handicap qui touchent à tous les domaines, emploi, logement, santé? Alors, Dominique Joseph, Jocelyne Cabanal, même Jean-Louis choisi si vous avez envie d'intervenir. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas pu aborder toutes les propositions parce qu'on en a le temps est très compté. Celles qui nous tiennent à cœur, moi je parlais de celles, j'allais dire, justement dans les propositions de 19 à 24, il y en a une, c'est la proposition numéro 21, alors qui propose de garantir l'effectivité du droit à l'accompagnement humain pour les élèves ou étudiants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques. Ça, c'est une proposition qui est très, très ciblée, par exemple. Mais je pense que si on reprend un certain nombre des propositions qui croisent ces questions de niveau de revenus, de lutte contre les inégalités territoriales, qui parle aussi, qui propose des accompagnements en termes de salaire, mais aussi de services publics. Il y a un certain nombre de propositions dans le pacte qui viennent sur ce que nous disait Daniel à l'instant, c'est-à-dire ce aller vers. C'est-à-dire que les services publics, y compris les personnes en situation de handicap, est un vrai défi à relever. Donc, je pense que quand on fait des propositions, elles ont pour objectif, au-delà de celles qui ciblent les situations précises comme celle de la proposition numéro 21, elles ont pour ambition de lutter ou d'apporter des réponses, y compris aux personnes en situation de handicap. Voilà, c'est difficile de les décroiser les unes des autres parce qu'elles font, je parlais tout à l'heure de propositions qui font système. Et vraiment, système pour lutter contre toutes les inégalités, qu'elles soient des unes, des uns, des autres, et qui sont croisées, toutes ces inégalités, avec bien entendu la question de l'accès au travail, de l'émancipation. La question de l'émancipation et de l'autonomie fait partie des propositions que l'on porte pour les personnes en situation de handicap. Si je peux... Allez-y. C'est la proposition 22 sur la branche, la 5e branche. C'est vraiment, tel qu'on l'a porté dans le pacte, c'est surtout pas uniquement sur le vieillissement, c'est vraiment sur l'ensemble de la perte d'autonomie, avec la dimension de financement à la hauteur des besoins, d'accompagnement, et on peut la compléter avec tout ce qui concerne la Conférence nationale des solidarités intergénérationnelles qu'on propose justement pour refaire ce pacte entre les personnes en fonction de leurs difficultés. Si je peux revenir sur la mesure 21, parce que je trouve que c'est une mesure un peu emblématique de comment on travaille au niveau du pacte, il y a la question en fait au centre qui est celle du droit de la personne, à savoir de lutte contre les inégalités et ce constat que les enfants ou les jeunes en situation de handicap n'ont pas accès à l'éducation aussi facilement que les autres. Et donc, il y a cette question du droit qu'on met au centre, mais nous, ce qu'on a essayé de porter aussi, c'était cette idée de dire, mais
pour ouvrir ce droit, il y a la question des personnels qui accompagnent les enfants et qui vont rendre finalement cette inclusion en milieu ordinaire possible. Et c'est pour ça qu'on traite en même temps la question de comment on arrive à ce que ce ne soit pas juste une incantation, mais le rendre possible en regardant la situation des auxiliaires de vie qui vont accompagner finalement ces enfants. Et donc, je trouve que ça montre bien la complétude de ce qu'on essaye de faire au sein du pacte. Une question qui nous est arrivée très tôt là, en début de session, question adressée par Laurent Lévesque, délégué régional Occitanie. Je le cite, « Je crois qu'on ne pourra provoquer un sursaut politique en interpellant dans la durée et ensemble les élus aux différents niveaux, national, régional, départemental. La structuration de rendez-vous réguliers avec les députés et les sénateurs suppose un pilotage réactif entre national et le niveau local. Alors, comment mieux agir de manière concertée et instante? Quelle stratégie nationale? Alors, je pense qu'il y a un premier exemple dans la campagne qu'on est en train de mener. Donc, je ne sais pas si Laure, vous aurez la possibilité d'envoyer toutes les coordonnées un petit peu du site du Pacte du pouvoir de vivre, où il y a justement accès à la campagne qu'on est en train de mener, avec justement toutes les dimensions du pacte, que ce soit sur le prendre soin, la transition écologique, qui sont incarnées par des citoyens. Je trouve que c'est très important. Le pacte, il est assez réactif, puis on a un pouvoir d'interpellation mutuelle. Donc, des fois, c'est tous les membres du pacte quand on rentre dans un grand groupe. Parfois, on est sur des thématiques un petit peu plus pointues, et donc on va intervenir à plusieurs du pacte sans que ce soit tout le monde. Par exemple, quand il y a eu le scandale autour d'un gestionnaire lucratif d'EHPAD, on a pu, CFDT, Mutualité, réagir ensemble pour justement, en faisant lien avec les propositions du pacte, proposer une vision alternative du prendre soin. Je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois être fort ensemble, sans s'interdire une capacité de réactivité qui parfois veut dire qu'on le fera sur nos domaines de compétences et de plus forte expertise. Dominique, Joseph, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question? Oui, mais moi, j'avais lu la question et pour ce que dit Jocelyne, hein, c'est du complémentaire. Oui, il faut une impulsion, il y a l'impulsion nationale et il y a le déploiement dans les territoires et les régions. Et je pense que l'exemple du gestionnaire, là où nos deux présidents, enfin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger et Éric Chenu, président de la Mutualité, ont publié une tribune en commun. Ça a été vraiment sur un sujet, enfin sur une thématique, une question forte, c'est d'avoir de la réactivité au niveau national. Et là, on n'a même pas cherché l'ensemble des organisations parce qu'il fallait marquer très fort je vais dire l'opposition, ou du moins faire ouvrir aussi les yeux. Bon, tout le monde le savait, mais ce livre n'a fait que venir exacerber ce que tout le monde savait et ne voulait pas voir dans les situations, dans ce type de gestion. Et après, oui, on croit beaucoup à un pilotage national, mais il faut aussi faire confiance aux acteurs locaux. Voilà, je pense qu'on ne peut pas reprocher aux politiques publiques que tout se décide depuis Paris. Et nous faire pareil. Voilà, on a besoin de jouer les vases communicants. Il y a ce qui remonte des territoires et qu'on intègre au niveau du pacte, et puisque nous, et ce qui est insufflé par le comité de coordination du pacte du pouvoir de vivre. Il faut qu'on joue un petit peu sur tous les tableaux, sachant qu'en plus, toutes nos organisations, et ça a été déjà dit, n'ont pas les mêmes réseaux de militants ou de bénévoles et d'engagés. Donc, il faut qu'on fasse preuve aussi de beaucoup d'agilité, mais sachant que la réussite du pacte jusqu'à maintenant, je pense, va générer d'autres initiatives. Justement, en lien avec ce que vous venez de dire, Dominique Joseph, il y a cette question, comment faire quand on souhaite mettre en place un groupe au niveau local? Comment rejoindre un groupe local? Est-ce qu'il existe un endroit où trouver l'information? C'est vraiment une question concrète. Alors, je pense que ce qu'on va proposer, mais c'est ce que disait Jocelyne, on va proposer alors de mettre les coordonnées je crois que c'est Morgane, hein, qui pilote, qui est en charge des groupes locaux. Donc, moi, je n'ai pas son adresse mail là pour pouvoir le mettre dans le chat, mais on va le mettre à disposition de l'ensemble des participants, voilà, qui aident
justement, qui fait ce lien entre groupes locaux, l'animation des groupes locaux. Elle est au niveau du comité de coordination ou du comité opérationnel et elle fait, voilà, nous fait remonter les demandes et elle redescend aussi les outils, tout ce qui peut être mis à disposition des groupes locaux. Une réflexion intéressante à présent. Hein. Nos propositions sont porteuses d'une vision de société plus juste, plus fraternelle, plus durable. Cette vision n'est pas plus vraiment débattue au moment des échéances électorales, soumise à l'émotion et à l'actualité, encore plus aujourd'hui, j'allais dire. Alors, comment installer ce débat dans la société sur cette vision de société dans la durée, en dehors du contexte électoral? Écoutez, je pense qu'on croit vraiment très fortement à l'éducation populaire et à la qualité de la délibération qu'on peut lancer nous-mêmes. Et je pense qu'à la suite de la crise des Gilets jaunes, on a vu quand même l'apport du grand débat, on a vu du monde à nos réunions. Et je pense qu'il faut continuer, il faut qu'on soit en capacité de continuer à animer des débats thématiques sur des sujets qui permettent aux gens je veux dire, d'apporter en fait la réalité de leur vécu et en même temps leurs propositions. Donc moi, je crois vraiment beaucoup à l'organisation de débats sur tout le territoire. Et en fait, chaque fois qu'on organise des réunions, vraiment, il y a du monde et c'est intéressant. Et je pense que dans la démocratie participative, le fait qu'on soit capable de délibérer et qu'on ne soit pas juste sur une interpellation de un vis-à-vis de l'ensemble des citoyens, mais bien en tant qu'acteurs civils en capacité de construire ensemble, je pense que c'est très riche et c'est ce que porte en fait toute l'économie sociale. Dominique, Joseph, comment, comment vous voyez les choses? Comment installer ce débat sur cette vision de la société dans la durée, bien au-delà hein, du contexte électoral? Oui, bien sûr, c'est bien au-delà du contexte électoral, c'est au fil de l'eau, c'est tout le temps. Alors, il y a déjà, en plus de ce que disait Jocelyne, hein, je crois qu'il y a aussi le débat, il faut qu'on le fasse vivre dans nos organisations respectives. C'est-à-dire dans chacune des organisations, avec nos propres organisations. Voilà, il y a déjà je pense à poursuivre ce débat intra nos organisations, des débats avec nos organisations avec les groupes de contact locaux. Bien entendu, il y a cette question de débat citoyen participatif. Et pourquoi pas, peut-être pourrons-nous penser demain à organiser sous la marque Pacte du pouvoir de vivre des conférences citoyennes. Pourquoi pas? Ça se fait, pour le CESE a cette capacité-là. Je crois que les Césaires aussi sont dans la réforme du CESE. Les Césaires pourront être ce lieu d'organisation, de faire porter la voix du pacte, parce que quand on regarde les organisations qui siègent, moi je vais prendre l'exemple du CESE que je connais un petit peu, qui siègent au CESE, toutes les organisations qui siègent au CESE et celles qui sont membres du pacte du pouvoir de vivre, je peux vous dire qu'on est quand même nombreux. Voilà. Et je pense que moi je crois beaucoup à la polarisation. Partout, il faut en parler. Il faut utiliser tous les lieux, peut-être pas sous la même forme, mais pour faire vivre ces partages. Et je le disais au début, cette question des conférences citoyennes, alors surtout, ne me parlez pas de celle du climat, hein, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire, peut-être. Voilà, je suis très directe avec tout le monde, mais voilà, moi, pour porter l'exemple, en mutualité, on a fait une conférence citoyenne. Je peux vous dire que les 25 propositions, ce sont des délibérations de citoyens et de citoyennes. Ça enrichit les débats et puis ça acculture aussi. Et on continuera à le porter. Je crois qu'il faut qu'on redonne cette confiance à l'échange et non pas à la confrontation. Justement, moi, je rebondis avec une question vraiment de journaliste, Madame Dominique Joseph. Est-ce qu'un citoyen lambda peut adhérer au pacte du pouvoir de vivre et comment? Alors, je ne sais pas, Jocelyne, tu commences, je commence, c'est comme tu veux, on va se compléter. Ah, vas-y, Dominique. J'y vais? Tu y vas? Il n'y a pas d'adhésion au pacte. Ce sont les organisations qui ont décidé et c'est un pacte, hein, c'est un pacte, le mot était très, très important, pacte du pouvoir de vivre, qui ont décidé de travailler ensemble pour élaborer les propositions. Donc, le citoyen, il peut être membre du pacte, c'est-à-dire par la voix
des organisations qui composent le pacte. Ça, c'est un premier élément, mais il n'y a pas on ne va pas demander une adhésion. Il n'y a pas de montant d'adhésion pour être membre du pacte. Mais c'est aussi, et du coup, ça veut dire que le pacte, c'est à lui d'aller vers, où les organisations du pacte ont quasiment une obligation. Daniel utilisait ce terme du aller vers. Nous aussi, et c'est ce que je disais Jocelyne à l'instant, hein, aller vers les citoyens, organiser des débats, organiser des échanges pour que les citoyens se sentent partie prenante de ce que porte le pacte, cette vision de la société, d'une société solidaire, réconciliée, et qui accueille, parce qu'aussi en France, on a besoin de cette notion d'être d'une société qui accueille et qui prenne soin, d'ailleurs, voilà, c'est le thème de notre conférence, qui prennent soin de toutes et tous et surtout qui prennent soin de ceux qui sont le plus et de celles qui sont le plus au bord du chemin. Voilà, il n'y a pas de notion d'adhésion en fait. On adhère à son concept, à ses propositions. Alors, on l'a bien compris, il n'y a pas de deadline par rapport aux élections présidentielles, mais j'ai quand même envie de vous poser la question de savoir quelle est la prochaine étape à toutes les deux, sur quoi vous travaillez. Prochaine étape, Jocelyne Cabanal. Sur quoi on travaille, alors, avec, tout particulièrement dans le groupe santé, avec Dominique, on travaille sur justement les constats et les solutions qu'on pourrait proposer autour de l'accès aux soins, à la santé et à l'autonomie. Donc, c'est des travaux où en permanence, on essaie de compléter nos propositions, de les renforcer. Comme je le disais tout à l'heure aussi, on va s'autoriser à interpeller les députés en tant que pacte et donc avoir à peser au moment du déroulement législatif pour arriver à faire passer nos propositions. Et puis, on est toujours prêt à accueillir de nouvelles organisations si elles le souhaitent. Comme le disait Dominique, pas forcément des adhésions directes parce qu'on croit profondément au corps intermédiaire, c'est-à-dire au fait et c'est le sens aussi de l'économie sociale et solidaire, c'est de se réunir ensemble pour résoudre ces problèmes. Et donc ça, le faire au travers des organisations thématiques qui composent le pacte, mais ça fait quand même une très, très grande ouverture. Dominique Joseph, prochaine étape? Prochaine étape, Jocelyne l'a dit, alors il y a des étapes internes puisqu'on se retrouve, on fixe, voilà, et on approfondit dans les propositions parce qu'on sait, on a tous aussi, toutes et tous conscience, je pense dans tous les acteurs, là, toutes nos organisations, qu'on a dans cette phase, dans la phase qui vient, on a bien sûr les élections, la campagne législative qui est très très importante. Donc on va beaucoup investir ce moment-là. Et puis aussi on va se préparer sur ce qu'on peut appeler les 100 premiers jours du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a enfin voilà, on sait maintenant par expérience que si on rate des moments au moment législatif pour aller, alors comme on aura fait quand on aura été porter nos propositions et au niveau des candidats et au niveau des députés et bien sûr un peu plus largement, eh bien on se prépare à arriver avec, c'est ce que disait Jocelyne, hein, au-delà des intentions, des propositions, presque la boîte à outils, c'est-à-dire pour que ça puisse rentrer. Alors, éventuellement dans le processus législatif, mais aussi pour qu'on puisse venir alimenter, si jamais il y avait des propositions qui ne nous conviennent pas, faire en sorte que ça puisse ne pas passer dans le débat parlementaire. Donc, c'est de la vigilance de tous les jours. Et pour le dire autrement, un mot de bienvenue au futur président ou la future présidente. Il nous reste 2-3 minutes, donc un mot rapide, une phrase de conclusion à tous les trois. Jean-Louis Chauzy, peut-être un dernier message très très synthétique, très rapide. Je reste disponible pour accompagner, favoriser. Je n'oublie pas d'où je viens, donc je peux être utile. Puis il y a des thèmes que l'on peut porter ensemble, en tout cas pour lesquels l'Assemblée que je préside peut être utile pour finaliser, en tout cas avoir des contacts au plus profond des territoires avec des élus locaux concernés. Il y a aussi des élus qui sont très motivés pour agir pour le bien commun de la société et qui partagent nos valeurs.
Jocelyne Cabanal, un tout dernier mot, très, très Eh bien, rapide. écoutez, je crois que le pacte le démontre, hein, le progrès social est possible et que c'est la condition en fait d'une société de paix. Je pense qu'il faut le construire et c'est ce qu'on essaie de faire tout simplement dans la complexité du monde d'aujourd'hui et par rapport aux enjeux dont on a pu parler. Et peut-être en conclusion, dire qu'on n'est pas trop de toutes les organisations du pacte pour penser les réponses et agir. Et j'ai bien entendu le message de M. Chauzy. Et je pense qu'on espère en tout cas que le pacte local, le groupe local Occitanie, sera à notre place la prochaine fois pour parler de tout ce qu'il aura réussi à accomplir. Très bien. Merci. Dominique Joseph, un dernier mot. Moi, mon dernier mot, c'est de continuer dans la dynamique qui s'est installée, c'est-à-dire une dynamique de débat franc et ouvert entre nous pour arriver à construire ces propositions de compromis et puis de savoir faire d'autres alliances. C'est-à-dire, et là, bon, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Jocelyne et cet appel aussi à travailler avec d'autres acteurs. C'est-à-dire, voilà, il ne faudrait pas non plus qu'on ait le défaut de rester entre organisations telles qui sont aujourd'hui confédérées autour de, sous la marque du pacte. C'est qu'il faut qu'on irrigue. Je vais prendre ces mots-là et je vais prendre l'Occitanie. Je pense qu'il faut qu'on sache bien sûr créer, et le Césaire peut nous aider à cela. Il y a d'autres organisations localement qui peuvent nous aider, qu'on sache aller porter les propositions du pacte, tant à Montpellier ou à Toulouse qu'à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, ou là, parce que je connais bien ce coin-là, des Hautes-Pyrénées, où il y a sûrement des forces, des relais qu'on pourrait trouver, c'est-à-dire de savoir aller sur tous les territoires aussi, parce que on a cette notion de territoire et vraiment du plus près des territoires. Et la région Occitanie, je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, Monsieur Chauzy, mais Jean-Louis, mais c'est vrai qu'elle est pleine de paradoxes et de richesses, donc sachons utiliser toutes les richesses. Merci, je vous remercie infiniment, vraiment tous les quatre, Jocelyne Cabanal, Dominique Joseph, Jean-Louis Chauzy, et puis on remercie Daniel Goldberg qui a dû partir un petit peu plus tôt pour vos prises de parole très pertinentes, très riches, très intéressantes. On remercie également tous ceux qui se sont connectés, qui ont participé, beaucoup de questions, beaucoup d'échanges dans le chat. Bravo à tous, merci. Et un grand merci aux organisateurs pour la mise en place de cette table ronde passionnante. Il y en aura d'autres, vous serez informés en temps utile. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres web tables rondes ou en physique, on l'espère. À bientôt.